C'est un très grand plaisir pour nous de vous accueillir ce matin dans cet auditorium pour ce séminaire de haut niveau qui va aborder les questions de la transition industrielle, énergétique et numérique au Canada. Je m'appelle Constance Terrier, je suis déléguée commerciale à l'ambassade ici et nous sommes une petite équipe pour accompagner les investisseurs français dans leur stratégie d'expansion au Canada. Donc ce matin, nous allons commencer par les remarques préliminaires de Monsieur l'ambassadeur Dion, ambassadeur du Canada auprès de la France et envoyé spécial auprès de l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en effet, je suis là pour ça, pour vous dire que vous avez des opportunités formidables au Canada. Et je vais le dire en quelques minutes, mais il y aurait beaucoup à dire. Mais on aura justement un panel pour en parler. Alors, Madame la directrice générale, Nathalie Dubé, chef de la délégation canadienne de la tournée d'innovation et d'investissement européenne, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises françaises, Mesdames et Messieurs les représentants des agences de développement économique provinciales et municipales du Canada, bienvenue au Centre culturel canadien de l'ambassade du Canada. Revenez, venez voir nos belles expositions. Vous serez toujours les bienvenus. Et vous êtes les bienvenus à ce séminaire tenu dans le cadre de la tournée canadienne d'investissement et d'innovation portant sur les opportunités d'investissement uniques qu'offre le Canada, votre partenaire pour la transition énergétique, industrielle et numérique. Nous avons avec nous aujourd'hui, pour échanger avec vous, chers amis français, une délégation unique de 27 agences de développement économique du Canada, représentant 9 de nos 10 provinces, et juste la province de Terre-Neuve, où la prochaine fois on l'amènera, on vous le promet, et 18 grandes villes canadiennes. Cela représente la plus importante délégation de ce type, ayant été constituée à ce jour, où que ce soit dans le monde. C'est vraiment une première. Alors, c'est pour vous. Nous comptons également parmi nous des représentants de notre agence d'attraction de l'investissement Investir au Canada et de l'Alliance des villes Canada en tête. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise français, en participant à cette tournée d'investissement et d'innovation, vous vous donnez l'occasion de découvrir comment l'environnement d'investissement du Canada est particulièrement adapté pour aider votre entreprise à réussir sur le marché canadien. Et quand on réussit sur le marché canadien, on a une ouverture, évidemment, sur le marché européen, sur le marché américain, sur le marché indo-pacifique. Le Canada, c'est l'ouverture au monde. Je vous encourage à saisir cette occasion pour échanger avec nos représentants des agences de développement afin d'examiner la façon dont elles et ils peuvent soutenir votre croissance au Canada. J'en profite pour remercier nos deux modérateurs ce matin et les panélistes français et canadiens que nous allons entendre. Les deux panels du séminaire de ce matin sont une occasion superbe pour vous d'acquérir une compréhension plus grande des moyens qui s'offrent à vous pour percer le marché canadien. Le premier panel traitera des opportunités offertes par la transition numérique. Alors, je ne mettrai pas des mots dans la bouche des panélistes, je vais vous dire, moi, comment je vois les choses. Je crois que le Canada, et ce n'est pas difficile à le démontrer, le Canada est un chef de file mondial dans les domaines de l'intelligence artificielle, des solutions logicielles et de la cybersécurité. Le Canada bénéficie de l'un des meilleurs environnements de recherche et de développement au monde et d'une richesse de talents facilement accessible qu'on puise à travers le monde et qui viennent au Canada avec notre politique d'immigration très dynamique. Le second panel présentera les nombreuses occasions d'investissement dans tous les domaines reliés à la transition énergétique et industrielle. Le Canada est déterminé à effectuer une transition vers une économie à faible émission. Et on a beaucoup à faire au Canada parce que, per capita, on émet énormément. Justement parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'occasions d'affaires. C'est ça le point. Le Canada offre une fiscalité avantageuse pour la commercialisation des technologies propres, novatrices et concurrentielles, surtout avec le budget qui a été rendu public il y a quelques jours.
Le Canada offre une commercialisation des technologies propres, novatrices et concurrentielles de faible coût de recherche et développement au Canada, des talents très spécialisés, un sous-sol riche en ressources naturelles et notamment dans les matériaux critiques essentiels à la transition énergétique que le Canada a, mais que la France n'a pas. Donc, l'intérêt de venir au Canada investir pour s'assurer de votre chaîne d'approvisionnement. Et puis, un soutien à l'innovation qui font du Canada l'endroit idéal pour votre expansion. Je suis convaincu que le Canada est un partenaire d'affaires idéal pour la France dans la mesure où l'idéal est possible sur cette planète. C'est au Canada que vous le trouverez. Nous en sommes bien conscients ici à l'ambassade et on vous offre toute notre aide possible. J'ai la chance de voir cette relation France-Canada évoluer chaque jour, atteindre toujours de nouveaux sommets. Et je me réjouis à l'idée que vos entreprises puissent en profiter et prospérer au Canada. Je vous souhaite donc un bon séminaire, 2 bons panels, et on se retrouvera après pour en discuter à l'heure du déjeuner pour un moment de convivialité très français, très canadien, à la résidence officielle, qui est juste à côté d'ici. Je voudrais maintenant inviter Madame la directrice générale, Nathalie Dubé, chef de la délégation canadienne de la tournée d'innovation et d'investissement européenne, à vous adresser quelques mots. Sans Nathalie, on ne serait pas ici. Alors, il faut l'écouter. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Comme toujours, un accueil très chaleureux. Bonjour, mesdames et messieurs, les investisseurs français ou les investisseurs potentiels, je pourrais dire. Et bonjour, mesdames et messieurs, les gens qui représentent chacune des villes et des provinces de notre beau Canada. Je souhaite vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire. Le Canada, votre partenaire pour la transition industrielle, énergétique et numérique. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui dans ce magnifique centre culturel. Je tiens d'abord à remercier infiniment l'équipe de Paris qui a fait en sorte de rendre cet événement et toute cette journée possible. Nous avons aussi une équipe du Canada qui a travaillé très fort pour amener tous ces délégués ici en France et donc nous espérons que les discussions qui auront lieu aujourd'hui porteront fruit. L'ambassadeur a parlé de la composition unique et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui à qui vous pouvez parler de vos projets et qui pourront vous aider et vous appuyer dans le développement de ce projet. Et ce séminaire est vraiment l'occasion de mieux comprendre les opportunités qu'offre le Canada et d'échanger avec ses représentants donc, de toutes ces villes et ces provinces. Le Canada est une destination d'investissement et d'implantation idéale pour les entreprises françaises. L'ambassadeur en a déjà fait mention. Et les principales raisons qui me permettent d'affirmer que le Canada est votre meilleur partenaire sont les suivantes. Ce n'est qu'une petite portion des avantages que l'on offre. Le Canada est ouvert aux affaires et accueille les investissements étrangers. Donc, parmi les pays du G7, le Canada arrive au 3e rang pour la facilité de démarrer une entreprise et la probabilité d'attirer le plus d'investissements dans les 3 prochaines années. Le Canada s'est classé 4e pays dans les pays du G20 comme juridiction la moins complexe pour faire des affaires, ce qui est toujours un avantage. Les investisseurs étrangers choisissent le Canada. Le Canada affichait le 2e plus haut ratio d'investissement direct à l'étranger sur le PIB parmi les pays du G20 en 2021. Il y a aussi une solidité budgétaire et une économie résiliente. L'économie mondiale subit, comme vous le savez tous, un ralentissement généralisé et plus prononcé que prévu. Et alors que de nombreux facteurs contribuent à assombrir ces perspectives d'avenir, par exemple les taux d'inflation les plus élevés des dernières décennies, un resserrement des conditions financières dans la plupart des régions, l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie et la pandémie persistante de la COVID-19, malgré tout, l'économie canadienne devrait connaître l'une des plus fortes croissances en 2022, soit 3,3 %, et en 2023, 1,5 % parmi les pays du G7. Le Canada a aussi enregistré le plus haut taux de croissance de l'emploi du G7 en 2021. Il devrait se maintenir à ce rang en 2022 et 2023. D'ailleurs, en réponse à la situation tendue des marchés du travail, le gouvernement canadien a déposé le 1er novembre 2022 son plan pour les niveaux d'immigration de 2023 à 2025, qui vise à atteindre 500 000 immigrants annuellement d'ici 2025, dont la majorité seront des travailleurs qualifiés, notamment dans les secteurs de la santé,
de la fabrication et des métiers du bâtiment. Il y a aussi cet environnement à faible coût et à faible fiscalité. À 26,2 % en 2022, le taux statutaire d'imposition combinée fédérale-provinciale sur le revenu des sociétés du Canada est le quatrième moins élevé du G7. Les importations d'intrants de machines de fabrication entrent au Canada en franchise de droit. L'incitatif à l'investissement accéléré du Canada permet aux entreprises de récupérer rapidement le coût initial de leur investissement en capital, réduisant ainsi le risque qu'ils prennent en investissant. Il y a aussi le contexte propice pour les entreprises vertes, dont l'ambassadeur a aussi fait mention. Le Canada a le taux d'imposition statutaire sur les revenus des sociétés le plus bas du G7 pour la fabrication et la transformation de technologies zéro émission. Il se classe deuxième sur 20 pays, avec 13 des 100 premières entreprises de technologie propre au monde, les plus susceptibles d'avoir le meilleur impact sur le marché au cours des 5 à 10 prochaines années. Le Canada possède des ressources en énergie propre abondantes et fiables, avec 67 % de la production énergétique du pays provenant de sources renouvelables. En termes de main-d'œuvre hautement scolarisée et compétitive, le Canada possède le bassin de talent le plus scolarisé de l'OCDE, à 62 % de sa population âgée de 25 à 64 ans ayant fait des études supérieures. Ça, c'est l'OCDE qui le dit, c'est pas nous. Le Canada a une stratégie en matière de compétences mondiales qui vise à assurer que les entreprises peuvent faire venir des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La stratégie affiche un taux d'approbation très élevé, soit 95 %. Des demandes reçues, donc plus de 73 000 permis de travail entre juin 2017 et octobre 2021. Le Canada, c'est aussi une porte d'entrée vers l'Amérique du Nord et le monde. Le Canada possède 15 accords de libre-échange actifs couvrant 51 pays. Les entreprises canadiennes et les entreprises étrangères qui y investissent bénéficient donc d'un accès préférentiel à un marché mondial dont le PIB combiné s'élève à 59 000 milliards de dollars américains, représentant 61 % de l'économie mondiale et 1,5 milliard de consommateurs. Le commerce transfrontalier entre le Canada et les États-Unis est élevé à plus de 2,8 milliards de dollars quotidiennement, chaque jour. 2,8 milliards de dollars américains de marchandises et de services traversent la frontière. Au cœur de ce commerce se trouvent 16 des 20 plus grandes villes du Canada, dont plusieurs sont ici aujourd'hui, qui sont situées à moins de 90 minutes de route de la frontière franco-américaine. En tant que membre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le Canada offre aux investisseurs étrangers un accès préférentiel à un marché combiné de 23 000 milliards de dollars américains en termes de PIB réel et à près de 500 millions de consommateurs, et un accès pratiquement en franchise de droit au marché américain et mexicain. Il y a aussi cet environnement propice à l'innovation de pointe, aussi mentionné par M. l'ambassadeur. L'engagement du Canada à soutenir l'innovation est très solide. Son dernier budget propose de fournir 750 millions sur 6 ans pour soutenir la croissance et le développement continu de grappes d'innovation mondiale au Canada. Misant sur leur réussite à ce jour, ces grappes élargiront leur présence nationale et renforceront leur impact. Le Canada offre l'une des plus généreuses incitations fiscales à la R&D des entreprises au sein du G7. Son programme d'encouragement fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental est le plus grand programme R&D au Canada, offrant 3 milliards de dollars par an en incitatifs fiscaux. Plusieurs raisons, donc, énumérées pour que faire ce Canada, que ce soit votre deuxième chez vous, est un bon endroit pour investir. Vous allez en apprendre davantage au courant des panels de la journée. Vous allez pouvoir rencontrer ces villes cet après-midi. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame Dubé. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le cœur de nos échanges de ce matin. Et pour animer cette première session, je vous présente Madame Mélanie Bénard-Crozat, rédactrice en chef du magazine Sécurité et Défense, que j'invite à venir me rejoindre sur l'estrade. Mélanie, la parole est à vous.
Merci beaucoup, chère Constance, Madame la Directrice Générale. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous ici après avoir pu échanger avec certains d'entre vous et vous rencontrer à Montréal. C'était un plaisir pour moi d'être évidemment au Canada. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver ici au cœur de l'ambassade où nous allons revenir sur un certain nombre de sujets. Et le premier, avec les invités qui vont me rejoindre dans quelques minutes, nous allons évoquer la transition numérique. Alors le numérique évidemment connaît une dynamique particulièrement forte et marquée avec l'effet d'une première révolution au milieu du siècle dernier. On connaît aujourd'hui et on voit s'affirmer cette transition vers cette quatrième révolution industrielle avec l'émergence d'un certain nombre de technologies et on va y revenir ce matin. Bien sûr l'IoT, il est question de big data, bien entendu d'intelligence artificielle et de quantique. Ce sont les thèmes sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants. Mais comment ne pas parler de cybersécurité? Ça a été évoqué bien entendu ce matin. Le Canada est en pointe dans ce domaine, tout comme sur le quantique. On va y revenir plus précisément. La cybersécurité qui évidemment aujourd'hui représente ce socle de confiance essentiel à l'émergence de ce numérique et donc à l'émergence de l'ensemble de ces opportunités qu'il représente pour les entreprises mais aussi pour les citoyens que nous sommes puisque ce numérique irrigue l'entièreté de nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et puis ce numérique doit aussi se développer de manière responsable et de manière durable. C'est l'enjeu de la sustainability, on y reviendra. Et puis ce sera un thème que vous développerez plus encore avec mon confrère et puis d'autres intervenants, d'autres panélistes qui aborderont cette dimension puisque c'est à la condition de l'ensemble de cette équation réunie, de l'ensemble de ces paramètres que les opportunités numériques pourront se révéler. Alors plusieurs questions sur lesquelles on va revenir ce matin. Quels sont les enjeux? Tout d'abord, les défis de cette transition numérique. On va y revenir avec nos invités. Quel est le positionnement du Canada sur ces sujets? Quelles sont les réponses qu'il apporte avec l'ensemble de l'écosystème dont vous faites bien entendu partie? Et puis comment développer finalement, poursuivre le développement de cette terre d'innovation? On l'a compris à travers les mots qui ont été prononcés à la fois par Monsieur l'ambassadeur et par Madame la Directrice Générale. Et comment finalement renforcer plus encore ces investissements? Et là, je dirais que c'est vous qui portez aussi les éléments de réponse à ces questions. Je vous propose qu'on accueille nos trois invités pour en parler, pour voir comment est-ce qu'ils se positionnent, ce qu'ils vivent à la fois en France et au Canada. J'ai le plaisir d'accueillir Amir Belkeladi, Philippe Duluc et Léna Poincé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin pour débuter cette session. Peut-être juste vous présenter très rapidement. Amir Belkeladi, vous êtes associé leader national service de cybersécurité chez Deloitte Canada. À vos côtés, Léna Poincé. Léna, merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de Tetris, donc une PME française qui fait ses premiers pas au Canada et on va y revenir ensemble. Et puis à vos côtés, Philippe Duluc, qui est donc le Chief Technology Officer Big Data et Quantique. On va donc parler beaucoup quantique évidemment avec vous, mais aussi cyber, Philippe, donc de chez Eviden, le groupe Atos, et vous êtes également le président du Hub Advanced Engineering Systematic, donc du pôle systématique Paris Région. Amir, je vous propose qu'on débute peut-être cette séquence avec vous, qu'on évoque, avant de rentrer dans le détail de finalement des réponses qui sont apportées au Canada, peut-être replacer un peu dans le contexte de ces enjeux en matière aujourd'hui de numérique, dans un contexte d'accélération, ça c'est aussi très important, une accélération multiple, puisqu'il s'agit d'accélération de la digitalisation, l'accélération des cyberattaques qui vont de facto avec, et puis l'accélération de l'innovation technologique, parce que ça va très vite. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je vis à Montréal, je travaille sur tout le Canada et dans le reste du monde. Dans mes responsabilités, j'ai le Canada, mais aussi pour d'autres, j'expliquerai ça un peu plus tard, le Chili. Ça fait à peu près 10 ans que je suis arrivé au Canada. J'étais à Paris juste avant. Et dans ce cadre-là, j'ai vu une évolution
de la transition numérique d'une manière accélérée. Il y a quelques jours, j'étais à Hanovre avec certains d'entre vous, et là, j'ai partagé un fait qui était une curiosité de ma part. J'ai regardé la cybersécurité et je l'ai considérée comme étant une économie. Et si on la mesure à l'échelle économique, elle serait 3e après les États-Unis et la Chine aujourd'hui dans le monde. Donc ça, c'est une économie. Et comme vous le savez, l'accélération des attaques, l'échange, le transfert de biens entre les attaquants et les autres et ceux qui se défendent font que c'est une économie qui croît à plus de 30 ou 40% par an. Donc quand vous imaginez n'importe quelle économie qui croît à cette vitesse-là, le besoin de transformation et de changement pour y répondre est exceptionnel. Ça veut dire qu'en 2 ou 3 ans, avec une croissance pareille, tout va être transformé, on fera des choses complètement différentes. Et ce que je voulais juste apporter en détail supplémentaire, c'est que ces attaques vont nous forcer à réfléchir de manière totalement différente d'ici 2 ans. Ce qui veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui va être différent. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir accélérer notre capacité à innover. Et bien sûr, le Canada est un des pays, on le partagera plus tard en détail, qui est exceptionnel autour du changement et de ce que j'ai vécu, moi en tout cas, sur les 10 dernières années. Helena, on parle d'accélération, on parle d'innovation. Évidemment, cette innovation, elle est portée par ces PME, par ces pépites innovantes. La cybersécurité, c'est évidemment le sujet majeur. Quels sont ces enjeux que vous mesurez aujourd'hui en matière de cybersécurité ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme le dit Amir, il y a à peu près toutes les 11 secondes une cyberattaque. Donc déjà, en partant de ce principe-là, on s'aperçoit que l'activité est grandissante. On s'aperçoit aussi qu'il va falloir... il y a beaucoup de variantes dans ces attaques. Il y a le cyberespionnage et puis le cybersabotage. Donc il va falloir regarder, avoir la possibilité justement de détecter et de répondre à ces menaces. Et bien sûr, avec la pénurie de personnel dans le monde entier, donc il va falloir des solutions qui sont hyper automatisées. Et une solution de cybersécurité à l'heure d'aujourd'hui qui n'a pas d'intelligence artificielle, c'est même pas la peine de commencer quelque part d'aller chercher du business sur le marché, quoi. Donc l'objectif pour nous, comme qui sommes éditeurs d'une solution de cyberdéfense, c'est déjà aussi, il faut bien comprendre, les responsables de cybersécurité, ils ont à peu près 45 technologies différentes de cybersécurité. Donc c'est extrêmement complexe pour eux de regarder sur une console X, une console Y, etc. Donc il faut rassembler tout ça. Et c'est le marché des plateformes et donc XDR Platform, c'est-à-dire Extended Detection Response. Ce sont des technologies qui rassemblent différents capteurs extrêmement innovants et qui peut après orchestrer tout ça par des scénarios et prendre en compte et en considération tous les systèmes d'un parc informatique, qu'il soit industriel ou bancaire, etc. Donc c'est ça l'enjeu de demain, c'est de faire, on a fait de la détection, donc ça c'est très bien, avec des humains qui sont là, qui regardent. Maintenant c'est fini. En moins d'1 heure, une société se fait pirater, on lui prend toutes ses données, on met une bombe logique, et puis après, on a un petit message qui nous dit, eh bien, téléphonez ou envoyez un email à ce numéro, et puis il faudra payer une rançon. Donc, il faut absolument de la réponse automatique et sans action humaine, et c'est ce que nous faisons. Et c'est toute la difficulté, justement, pour les SOC et les analystes qui sont là à regarder cette cybersécurité, c'est-à-dire, eh bien, le système doit contre-attaquer systématiquement à l'intérieur du système. Et c'est ça la force de demain. Voilà, Mélanie, et c'est tout l'enjeu justement des analystes et des sociétés à se cybersécuriser avec ces plateformes qui arrivent sur le marché. Donc finalement, c'est simplifier, agréger et puis automatiser à travers... Alors on voit que tous ces sujets sont liés parce que vous parlez d'intelligence artificielle. Évidemment, il va falloir beaucoup de recherche parce que dès lors que vous aurez atteint un certain niveau de maturité, ne nous leurrons pas. En face, ils auront déjà aussi été sur un temps d'avance parce que c'est finalement un peu toujours ce jeu
qui s'opère entre la défense et l'attaque. Et là, il y aura besoin de recherche fondamentale, et on va y revenir parce que la terre du Canada est aussi évidemment une terre très propice, voire parmi les leaders mondiaux dans le domaine. Et puis, il y aura toujours cette notion de compétence à des degrés différents, sur des niveaux différents. Et là, encore une fois, à la fois face à la pénurie et puis à l'excellence qui est délivrée au Canada, on y reviendra, il y a aussi de belles opportunités. Donc, on voit bien effectivement que tous ces sujets doivent être adressés finalement ensemble. Philippe Duluc, sur le quantique, je dirais que c'est un peu la même chose. Alors, le quantique, on a l'impression que c'est très loin, mais finalement, c'est peut-être pas si loin que ça, et puis ça se pense bien sûr dès aujourd'hui. Vous faites partie de ces acteurs clés qui œuvraient dans ce domaine-là. Au niveau du quantique, on imagine bien que vous n'êtes pas implanté non plus au Canada par hasard, puisque notamment en 2019, le Canada était le numéro 1 mondial en termes de dépôt de brevets en matière d'informatique quantique, ce qui est quand même... alors, on ne le sait pas toujours si on ne se penche pas sur ce sujet. Quels sont les défis aujourd'hui en matière de quantique, les enjeux? Où en est-on concrètement entre le mythe et la réalité? Oui, merci beaucoup, et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, déjà, pour faire une transition par rapport à la discussion sur la cybersécurité, dans le quantique, les technologies quantiques amènent, je dirais, deux grandes disruptions. La première est en termes de cybersécurité, puisqu'on sait maintenant qu'il existe des algorithmes quantiques qui pourraient décrypter des algorithmes cryptographiques, en particulier les algorithmes asymétriques. Heureusement, il n'existe pas encore d'ordinateur quantique capable de faire tourner ces algorithmes, mais les algorithmes existent, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le risque zéro. Donc ça, c'est un premier sujet qu'il faut adresser. Et ce qu'on a fait chez Atos, c'est de s'orienter vers ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire développer des algorithmes classiques, mais dont on démontre qu'ils sont capables de résister aux attaques quantiques. Et le NIST a notamment standardisé de tels algorithmes. Le deuxième enjeu pour nous, pour Atos, nous sommes numéro 3 mondial dans le marché des supercalculateurs, c'est effectivement le calcul quantique qui va permettre d'accélérer les calculs des supercalculateurs. Tout le monde, les clients, les organismes de recherche veulent toujours plus de puissance de calcul, et l'accélération quantique peut être une façon d'accélérer ces calculs. On n'y est pas encore, on est encore dans la préparation, on y travaille, il y a beaucoup de R&D, etc. Mais c'est également quelque chose qui va disrupter le domaine du calcul de puissance, le domaine des HPC. Et c'est vrai, vous l'avez dit, le Canada a été pionnier dans le calcul quantique. Ne serait simplement la première start-up quantique, c'est D-Wave, en 1999, ça fait déjà pas mal d'années. Très peu d'années après, il y a eu OneQubit. En fait, c'est tout le continent nord-américain, parce qu'on a eu en 2001 une autre start-up qui est née, qui a été cotée très rapidement, c'est Quantum Computing Incorporated. Et d'ailleurs, D-Wave est cotée, je crois, depuis l'année dernière. Donc on voit bien que c'est une terre pionnière en calcul quantique. Et puis on voit bien qu'il y a beaucoup de start-up aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne vais pas toutes les citer parce que j'en oublierai, mais Nord Quantique, Xanadu, etc. Et donc c'est effectivement... pour nous qui avons une stratégie mondiale en matière de calcul quantique, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas investir sur le hardware, donc on développe des partenariats avec tous les fournisseurs de hardware potentiels. On est ce qu'on appelle hardware agnostique, et dans ce cadre-là, on a également des discussions avec des startups canadiennes, avec des instituts de recherche. Je pense à l'université de Sherbrooke, par exemple. Voilà, donc... c'est un peu pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au Canada et qu'on a initié des discussions avec certaines parties prenantes. Alors, au-delà de ces opportunités économiques, il y a aussi une notion de responsabilité. Je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est évidemment très important, et c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans chacune des structures, dans chacune des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME. Je parle évidemment de cette accélération numérique avec cette notion environnementale qui est absolument clé. Cette responsabilisation, elle est au cœur évidemment des actions que vous menez, parce que l'industrie numérique a un rôle clé à jouer. Comment est-ce que vous le percevez, et comment est-ce que ça s'opère au Canada, qui est une terre très investie en matière d'énergie verte notamment? On cite souvent l'exemple des data centers qui fonctionnent avec le refroidi, etc. Et donc là, on voit bien que ces démarches-là sont déjà très avancées au Canada. Comment est-ce que vous œuvrez dans ce domaine-là, qui est évidemment un domaine stratégique pour l'avenir?
vous avez raison, hein, c'est vraiment un domaine extrêmement important, hein, qui du reste est de plus en plus demandé par les clients eux-mêmes qui nous disent je veux des machines plus vertes, etc. Et l'industrie du numérique, elle intervient ici de deux façons. La première, elle est productrice de CO2, par exemple, donc elle doit travailler sur elle-même de manière à réduire les émissions de CO2. Je vais donner un exemple, je vais donner quelques chiffres. Dans les années 2000, on savait, avec 1 kilowatt, on pouvait faire 5 gigaflops, c'est-à-dire 5 milliards d'opérations à la seconde, avec 1 kilowatt. 20 ans plus tard, aujourd'hui, on en fait 50 000, c'est-à-dire 10 000 fois plus d'opérations à la seconde, toujours avec un seul kilowatt. Donc vous voyez, on a beaucoup progressé, toute l'industrie progresse pour réduire la consommation, pour réduire l'empreinte carbone, etc. On parle ici d'éco-conception, c'est très important dans nos domaines, hein. Dans l'éco-conception, il y a plusieurs phases, hein. Il y a la phase de design, donc je conçois un produit qui consomme moins d'énergie et qui produit moins de CO2. Ensuite, je dois le fabriquer. Donc là, ce qui est important, c'est les partenaires, les fournisseurs. Il faut qu'eux aussi ils aient cet effort sur le CO2. Après, il y a toute la vie du produit, le run. Et là, c'est un bon exemple pour le Canada, parce que ce qui importe, c'est d'où vient l'énergie électrique. Et il faut que ce soit l'énergie la plus verte possible, hein, pour avoir un bilan global qui soit positif. Et enfin, il y a les questions de recyclage à la fin de vie du produit. Et je finirai là-dessus pour dire que sur ces sujets-là, on a effectivement des discussions avec des partenaires canadiens pour travailler sur, par exemple, l'installation de plateformes de calcul as a service. Hein. Il vaut mieux qu'elles tournent au Canada qu'à un endroit où il y a beaucoup de centrales à charbon. Donc on préférera, par exemple, le Canada aux États-Unis pour placer de telles plateformes. Et donc ça, c'est en cours, c'est une réalité. Donc ça, c'est une réalité. Amir, est-ce qu'au Canada, je sais que par exemple en France, de façon à répondre de manière massive, il y a eu des demandes, notamment du gouvernement et du ministre du numérique en France, auprès de l'industrie, et les industriels se sont engagés à réduire de 10% leurs émissions, avec des échéances qui sont quand même très courtes, hein. Pour autant, il y a de vrais défis. Est-ce qu'on opère de la même manière? Est-ce qu'il y a ces engagements-là aujourd'hui au Canada? Est-ce qu'on y tend, ou est-ce que finalement c'est déjà presque ancré dans les mentalités, donc ça se fait presque naturellement? De mon côté, et je suis moins proche du sujet, mais de mon côté, je pense que la nature de l'énergie qui est produite au Canada fait que c'est naturellement l'accès aux ressources est très proche. Je pense qu'on en parlait juste un petit peu avant autour des ressources minières, etc. Et il y a une forte volonté là-bas d'améliorer l'impact sur l'environnement durable. Mais en plus, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard à l'autre panel, le coût de l'énergie est... En tout cas, pour moi, quand je compare ça à mes amis quand je viens à Paris, est 10 fois moins cher. Et je sais que l'énergie vient de l'eau et du stockage qui est autour de nous. Et donc, c'est un avantage extrême. En plus de ça, je pense que vous avez référé au fait qu'il ne fait pas très chaud en hiver. Et donc, ça nous permet de refroidir nos centres de données assez facilement. Mais tout le concept et la culture canadienne, et c'est un point sur lequel je voulais revenir, parce qu'on en parlera, c'est une culture, de collaboration, et où la nature et l'environnement est très très fort autour de nous. On habite tous à la campagne, et en fait, ça nous donne une proximité avec l'environnement qui est unique, je pense, au monde. Oui, un rapport aux éléments qui influence évidemment la vie professionnelle et le regard que l'on y porte. Il y a aussi évidemment un engagement, quelque part une opportunité de business derrière, parce que c'est ce que vous disiez, Philippe. Il y a aussi cette demande aujourd'hui des fournisseurs, des consommateurs, hein, à la fin de la chaîne. Et aujourd'hui, une entreprise qui ne s'engage pas et qui n'est pas responsable devrait avoir aussi des difficultés. Puis on parle beaucoup d'investissement. Et ça, aujourd'hui, c'est important parce que pour les investisseurs, ça fait partie aussi des critères qui sont étudiés et qui vont l'être de plus en plus. Elena, peut-être en parler avec vous, qui avait fait d'ailleurs une levée de fonds il y a très peu de temps. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous percevez. Donc, c'est aussi important d'un point de vue du business.
Mais complètement. Nous, on a eu une due diligence justement sur la partie RSE, de savoir si, comme on place des capteurs justement sur les stations de travail ou les serveurs de nos clients, eh bien, combien est-ce que ça consomme, etc. Donc, c'est toujours très difficile à calculer, mais en tant que PME et même avec notre base d'employés à Tetris, ce qui est extrêmement important pour eux, c'est justement au-delà de faire du sens sur l'aspect cybersécurité, mais c'est d'être aussi éco-responsable. Et ça, c'est quelque chose parce qu'on a aussi décidé de prendre le statut de société à mission qui nous oblige aussi à faire des efforts sur toute cette partie-là, sur toute cette partie RSE. Mais c'est vrai que quelque part, pour une PME, de s'engager, c'est très fort, mais en même temps, c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'on a une obligation, ne serait-ce que quand on développe un algorithme, bien que l'algorithme soit parfaitement en mettant le maximum de moyens d'intelligence dans cet algorithme pour justement, comme le disait Philippe tout à l'heure, et bien que sur un serveur, ça produise bien plus que ça consomme par rapport à un autre algorithme qui ne ferait pas l'affaire. Mais oui, donc c'est prenant même. Alors après, toute cette partie RSE et tout cet investissement, parce que je vois que nos investisseurs nous demandent en permanence d'avoir tous ces compteurs, etc. Mais ça demande aussi des personnels chez nous qui sont obligés d'être dédiés à cette mission-là. Et ce n'est pas forcément notre mission première. Donc il faut faire attention aussi. RSE, oui, mais il faut quand même continuer à faire du business et à continuer à faire vivre l'entreprise. Parce que si on s'impose beaucoup de normes, et je pense RSE, mais d'autres normes potentiellement, eh bien, ça aide les grands groupes qui ont la capacité de pouvoir mettre tout ça, mais pour une PME, ça peut devenir lourd. Donc, il faut trouver effectivement cet équilibre, et puis c'est aussi une demande, on parlait de compétences tout à l'heure, aujourd'hui, on est en pénurie de compétences. Ce sont les futurs candidats qui vont choisir leur entreprise, et ça fait partie aussi des critères qui deviennent de plus en plus importants. Amir, on revient sur les opportunités au Canada. On parle de cyber, on parle d'IA, on a parlé de quantique, on va y revenir. Quelles sont les opportunités aujourd'hui en matière de développement dans ces différents domaines? Quels sont les besoins du Canada? Si on a des entreprises ici qui ont envie de venir vous accompagner, travailler avec vous au Canada, ouais. De quoi avez-vous besoin? Comment on fait? Comment on fait? On m'appelle. C'est ce que voilà. je Donc fais. vous aurez bien sûr tous le numéro de portable d'Amir à la fin de la session. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que moi. Déjà, il y a tout un groupe de personnes ici qui seront ravis de vous accueillir et vous accompagner. Je peux vous donner quelques exemples très récents. Je parlais au groupe Atos il y a quelques années, et en tant qu'auditeur ou commissaire aux comptes, comme on dit en France, je ne peux pas servir tous les clients du marché. J'ai appelé un ami qui était chez Atos et je lui ai dit, viens, cette banque a des besoins. Et ça leur a permis d'implanter leur équipe de cybersécurité. C'est aussi facile que ça, alors? C'est aussi facile que ça. Et c'est pareil, il y a quelques semaines, un groupe qui a décidé de s'installer en cybersécurité. J'ai juste vu l'annonce, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le CIO, monsieur qui s'appelle Arthur, et je lui ai dit, comment est-ce qu'on va t'aider? Et en fait, cette réponse que j'ai, qui est très naturelle au Canada, je pense qu'elle ne l'est pas beaucoup dans le vieux monde, mais elle est très naturelle de notre part, cet esprit d'accueil, d'innovation. La terre dont on parle, c'est un terreau qui est ultra fertile. Je vais vous donner 2 exemples très rapides. Le premier, il y a 6 ou 7 ans, j'ai décidé que le niveau de service qu'on fournissait à Deloitte a tendance à être orienté vers des grands groupes, comme Elena le dit, mais je vois que pour nous protéger en cybersécurité, il faut que tout l'écosystème soit protégé. Donc on a monté cette association avec les grands donneurs d'ordre pour aider le reste de la communauté à s'améliorer. Hier, on a eu notre 3e conférence, il y avait 1 millier d'organisations qui sont venues à Montréal pour faire ça. Et la réalité, c'est le groupe, tout l'écosystème s'est mis ensemble. Ce n'est pas que moi. La majorité des gens au Canada, et quelqu'un va vous sortir les statistiques, est issue de l'immigration quand vous remontez d'1 ou 2 générations. Donc on a cette tendance à aller de l'avant, à s'encourager, à s'entraider.
Et dès qu'on arrive, on est très ouvert à l'autre parce qu'on sait qu'ensemble, on va réussir plus. Les chiffres de l'immigration qu'on a eu sur la dernière année sont incroyables. C'est notre super pouvoir au Canada. Et on accueille tout ce monde-là et on aide les entreprises. Et ce matin, j'ai rencontré Elena pour la première fois. Je vais faire la même chose. Et puis, on va essayer. Mais je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs millions de personnes autour de moi qui font la même chose dans leur domaine. Tout à l'heure, vous parlerez à Charles, vous verrez, il dira la même chose. On est tous là pour vous accompagner. Je suis bénévole aussi. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Mon point est qu'en arrivant au Canada, que vous soyez un individu ou une entreprise, on est là pour vous accueillir parce qu'on sait que c'est la force pour l'avenir. Et sur les différentes opportunités, parce qu'on l'a compris, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a une terre d'excellence. Il y a déjà un niveau de maturité qui est important. On a cité un certain nombre de technologies clés pour l'avenir. Donc, quels sont finalement les besoins pour lesquels il y a une valeur ajoutée à venir au Canada pour apporter une dimension supplémentaire? Et je vais le comparer à d'autres terres, si je me permets. Alors, au Canada, à Montréal où j'habite, mais au Canada en général, on a la combinaison entre les universités qui font de l'IA, qui sont les universités quantiques à Sherbrooke et aussi à Montréal, les besoins qu'on a en cybersécurité, mais aussi les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi, les entreprises, les banques, sont suffisamment grandes et reconnues sur le reste de l'Amérique du Nord pour être de bons exemples. Donc, quand on amène un produit dans notre région, la banque HSBC est au Canada, la banque Royale est au Canada. Elles sont reconnues, le Desjardins, etc. Ils sont reconnus au sud de la frontière, comme on le dit. Et puis, la frontière n'a jamais cessé. Même pendant, au plus haut sommet de Covid, la frontière américaine et canadienne ne s'est jamais arrêtée de fonctionner. On a toujours travaillé d'un côté à l'autre. Donc, le point est, si le Canada vous permet de mettre un pied sur l'Amérique du Nord, je peux vous le dire, l'équipe que j'avais en arrivant, c'était 12 personnes il y a 10 ans au Canada. Aujourd'hui, j'en ai 650 dans mon groupe 10 ans plus tard. C'est sûr que c'est une croissance, un travail acharné, mais il y a tout à fait la possibilité d'y arriver. Et je ne vois pas une diminution, en tout cas en cybersécurité, comme vous le savez. Dans les 10 prochaines années, c'est impossible que ça diminue. Elena, vous êtes, donc on l'a dit, vous êtes une PME française. Vous avez un pied depuis peu au Canada. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vous implanter justement au Canada? Alors, vous êtes donc à Montréal et à Vancouver. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme nous sommes éditeurs, un éditeur, s'il veut être au niveau mondial, il faut avoir un support éditeur. Et donc, un follow the sun en faisant les 3-8. Et on a regardé la carte et on s'est posé la question, Seattle ou Vancouver. Et donc, on a choisi Vancouver pour faire Pessac, Vancouver et puis Tokyo. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais voilà, donc c'est ce qu'on a choisi. Donc, on a commencé par là. Et là, on a recruté 2 autres Canadiens qui sont basés à Montréal. Et le but, bien sûr, dans les prochaines, à la fin du deuxième semestre et début du 2024, c'est de monter une équipe business, puisqu'il faut commencer comme ça. Et puis après, les choses, puisqu'on a une équipe technique à Vancouver, une équipe business qui sera basée... en fait, peu importe où maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, après Covid, on sait bien que le travail est hybride. Voilà, donc le but, c'est de progresser, de faire du business, bien peut-être avec Amir ou avec d'autres sociétés, trouver des distributeurs, et puis après, le système se met en place et potentiellement faire de la recherche et développement parce qu'il nous faut des ingénieurs partout. Donc pour ça, aucun problème. Pour le moment, toute notre recherche et développement est basée à Pessac, mais parce que c'est historique dans notre histoire, mais qui est de la recherche et développement au Canada, avec grand plaisir et d'être en contact avec les universités, etc. Et puis après, plein de métiers s'ouvrent, des architectes, des technical account managers, etc., etc. Et donc, une possibilité de faire croître la société aussi de façon importante. Qu'est-ce que vous entendez amener? Parce que finalement, aller s'implanter au Canada, on comprend que c'est pour adresser évidemment le marché nord-américain et évidemment le marché européen n'est évidemment pas extensible. Donc voilà, en termes de croissance, il faut aller sur l'export et donc s'implanter dans différents pays. Alors on imagine que la croissance, que les investissements importants du gouvernement canadien qui ont été cités sont évidemment des éléments clés qui vous ont guidé, qui vous ont fléché, ce niveau de compétences,
sens, cette vraie volonté, mais en même temps, c'est un marché qui est déjà très mature aussi en cybersécurité. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus ou de différent ? Alors, oui, il est mature et en même temps, c'est à peu près 48% du marché mondial, donc l'Amérique du Nord. Donc, on ne peut pas l'ignorer, donc tout simplement. Et après, c'est vrai que tous nos compétiteurs sont américains ou israélo-américains. Donc, on sait qu'on va se les retrouver en pleine face. Donc, il faut avoir des atouts différenciants et notamment avec une technologie, ne serait-ce que de montrer, si vous voulez, toute la détection possible. Nous, on s'est rendu compte qu'avec certains éditeurs étrangers, donc ils vous montrent que les signaux forts de détection et pas les signaux faibles. Ce genre de choses permet de faire des éléments différenciants, c'est-à-dire, monsieur le client, là, on vous montre tout ce qui arrive, tout ce qui se passe à l'intérieur de vos machines. Et après, on a un autre aussi élément différenciant, c'est-à-dire que nous, on part du principe, on est security and ethic by design, et le éthique, justement, est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas la documentation, c'est-à-dire le PowerPoint, le Excel, le Word, etc., de nos clients, et on ne met pas à disposition aux analystes d'un SOC, d'un Security Operations Center, les données de nos clients. Donc, on part du principe, on travaille avec le H, c'est-à-dire c'est comme une bouteille d'eau, vous avez le QR code, on prend le QR code, on n'a pas besoin de la bouteille d'eau. Donc ça revient à ça, donc c'est extrêmement important. Et puis le fait de pouvoir conserver ces données, quoi. Et puis aussi, il y a toute la partie GDPR. Ça aussi, ça a été un élément important quand on a fait le choix de Vancouver, parce que la GDPR est très présente au Canada, elle est très présente aussi au Japon, pardon, et bien sûr en Europe. Et puis, il y a Nice 2 là, qui arrive. Nous, on sait exactement, puisqu'on travaille avec OVH Cloud, qui lui aussi, d'ailleurs, est très RSE parce qu'il consomme moins, il a une différence de 36% sur cette partie RSE par rapport aux autres clouds. Et on sait avec Nice 2, on peut dire à tous nos clients où se trouvent leurs données, c'est-à-dire tel data center, tel allée, tel serveur, et vos données sont là. Et ça, c'est extrêmement important aussi parce que les gens, les clients ont besoin de savoir où se trouvent leurs données, alors que avec les clouds américains, c'est un peu partout. Et puis, il y a aussi cette notion de Cloud Act qui fait peur pour certains. Et nous, ça, on le ressent énormément en Europe, en tant qu'éditeur européen. Ça, c'est très présent. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir sur un petit point, les lois sur les protections des données au Canada sont très très proches et certaines sont votées et améliorées en ce moment justement, à la fois au Québec et au niveau fédéral. Et ces lois font cette proximité. Mais il y a une chose que le Canada fait il n'y a pas de niveau d'investissement et d'argent qui va le remplacer. Et je vole cette phrase à une collègue il y a quelques jours qui parlait de trust shoring. Vous savez, vous pouvez faire du offshoring, envoyer des choses parce que c'est moins cher. Mais la façon dont le Canada est perçu à l'échelle mondiale fait qu'on fait confiance au Canada. Et ça, c'est absolument unique. Et donc, ça veut dire que la différence, c'est que si on peut servir le reste du monde de ce pays-là, parce que c'est un mélange non seulement de compétences, mais aussi de confiance, c'est unique comme valeur ajoutée. Et si en plus, on peut élever notre standard de protection des données à l'échelle européenne, c'est vraiment le bon pont pour aller ailleurs. Et donc effectivement, cette confiance dont on parlait tout à l'heure, qui est incarnée, je dirais, par la cybersécurité dans ce monde numérique, qui en est le pilier, non pas unique, mais en tous les cas essentiel, évidemment. Elena, peut-être un mot sur, puisqu'on a avec nous des entreprises qui, si elles sont là, ont déjà pensé à rejoindre l'aventure et les opportunités au Canada. Comment s'est passée votre implantation, votre accompagnement? Qu'est-ce qui a été, je dirais, facile, en mettant bien sûr des guillemets? Est-ce que vous avez pu être, vous heurter à des difficultés, à des problématiques qui pourraient servir aussi à celles et ceux comme vous, PME, qui souhaiteraient tenter l'aventure Canada? Alors,
pour être très clair, nous, ça s'est fait très facilement. Donc, on s'est fait accompagner. J'avais rencontré Constance, d'ailleurs, je crois, c'était période Covid, lors du FIC. Et puis, les choses se sont emballées côté Tetris. Et donc, on est passé par un prestataire pour ouvrir notre filiale à Vancouver. Donc, ça s'est fait très naturellement. Les demandes de visa, puisqu'on a expatrié quelques employés pour justement qu'on retrouve aussi la culture Tetris à l'intérieur du Canada. C'est extrêmement important. Et puis là, notre RH est en conversation avec l'ambassade et différents services pour nous aider, puisque là, comme on vient de recruter des Canadiens, donc il faut être sûr aussi d'être en réglementation parfaite. Et puis, sur les contrats aussi, il y a quelques petites variantes, etc. Donc, on a un accompagnement là beaucoup plus fort avec l'ambassade. Et puis, on prévoit aussi d'ouvrir un bureau à Montréal très prochainement pour nos équipes. Mais sinon, tout s'est très, très bien déroulé en temps et en heure, j'allais dire. Donc finalement, le maître mot, c'est l'accompagnement, évidemment, pour pouvoir développer cette nouvelle activité dans les meilleures conditions. Philippe, alors vous, c'est un peu plus ancien, votre implantation au Canada. Après, finalement, ces années d'implantation, de développement, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui finalement cette implantation au Canada, les opportunités que vous voyez se développer? Et si vous aviez peut-être des conseils ou des guidelines à partager avec notre public pour celles et ceux qui souhaiteraient effectivement vous rejoindre et vous côtoyer au Canada? Oui, en effet, vous avez raison de le souligner. Atos, c'est un groupe mondial. On est installé au Canada depuis très longtemps. Je n'ai pas retrouvé la date d'implantation. Sur notre activité en Amérique du Nord, on a plus de 10 000 personnes. On fait, je crois, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est États-Unis et Canada, et une partie non négligeable au Canada, évidemment. Cela dit, on a continué cet investissement et on continue à avoir une activité de networking, de détection de technologies, de start-up. Et récemment, on a encore acheté plusieurs start-up. On a acquis, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, on a acquis Infiden. Dans le domaine de la transition numérique, on a acquis également Abcentrica, Processia, voilà, des startups dont on est vraiment très, très content et qui montrent bien notre attachement à faire croître encore cette implantation au Canada et qui illustre effectivement tout le bien que l'on pense de ces startups, des personnes qui les ont créées, de leurs collaborateurs, qui maintenant ont complètement rejoint notre groupe. Ça, on le fait dans des domaines qui sont des domaines du futur. On les a déjà cités, la cybersécurité évidemment, le quantique, mais aussi la transformation numérique. C'est vraiment des domaines qui se développent beaucoup et sur lesquels on trouve beaucoup d'intérêt au Canada. J'en profite pour dire j'ai également une casquette d'animation dans un pôle de compétitivité qui s'appelle Systématique, un Paris-Région, où j'anime toute la partie calcul quantique, supercalculateur, ingénierie. Et on a développé ces dernières années pas mal d'interactions avec le Canada. L'idée étant que les deux écosystèmes se connaissent mieux, parce que tout ça quand les entreprises se connaissent mieux, c'est plus facile à bâtir des partenariats, à parler d'acquisition, à parler d'aller ensemble à chercher des clients. Donc, on a eu des représentants du pôle systématique qui ont fait plusieurs missions au Canada ces dernières années. Il y a des interactions avec France-Québec qui sont venus aussi nous voir en France, etc. Donc, on a un intérêt réciproque. Et ça, on ne le fait pas avec tous les pays, évidemment. Le Canada est un des rares avec qui on fait ce genre de choses. Donc, des interactions extrêmement positives entre les écosystèmes de deep tech canadiens et français. Voilà, pour un peu illustrer pour moi l'importance que je veux souligner ici, c'est toute l'importance du networking, enfin de l'écosystème. Voilà, faire vivre des écosystèmes, que les gens se rencontrent, se connaissent, échangent. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une façon de développer encore l'écosystème et je vous en remercie une nouvelle fois. Merci Philippe. Ça revient à ce que vous disiez, en fait, Amir, dès le début. C'est qu'on voit bien que cette fédération et cet élargissement et ce dynamisme des écosystèmes est très important et fait presque l'ADN canadien en termes de développement business. C'est ce que vous disiez. Je crois qu'on a une illustration particulièrement concrète dans ce que disait Philippe. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Amir ? Peut-être un petit point pour vous l'illustrer. Et je vous
vous propose de réfléchir à si vous vouliez faire la même initiative ici en France, pour y avoir vécu quelques années. Il y a quelques années, j'ai vu qu'il y avait un trou autour de la transition économique et du besoin en talents spécialisés. Vous savez qu'on fait beaucoup de cybersécurité dans tout ce qui est informatique de base, mais plus la transition économique va avancer, plus on aura besoin de protection. Vous avez parlé d'IoT, mais aussi de ce qu'on appelle les technologies opérationnelles, donc les pipelines de pétrole, ou les trains, ou l'arrivée de votre eau, les avions. Tout ça, c'est des technologies qu'on appelle opérationnelles et qui vont avoir un besoin qui va être 10 fois supérieur en cybersécurité de la technologie informatique de base. Il y a 6 ou 7 ans, en arrivant, je me suis dit, je vais avoir besoin de talent. Le nerf de la guerre, vous avez entendu, 12 personnes, 650. Je recrute à peu près 200 personnes par an en ce moment. Et pour faire ça, le modèle d'affaires, c'est de recruter des jeunes qui sont extrêmement forts, intelligents, qui ont une bonne éducation, mais qui se spécialisent dans ce monde-là qui n'existait pas encore. Et ben, j'ai rencontré 1, 2, 3 universités. Et très vite, on a mis des programmes en place, un programme d'ingénieur en cybersécurité, un programme de maîtrise en cybersécurité, avec les cours que mon équipe a écrits. Alors ici, imaginez que vous ayez ce besoin à faire en France et que vous alliez, en tant qu'individu du privé, voir une université et dire « Et si on mettait ce programme en place, Concordien ?» Quelques semaines après, on avait l'ébauche du programme. L'année d'après, il était en cours à l'université avec un premier certificat de cyber. Ils me disent que c'est leur programme le plus souscrit à date qu'on a mis en place. Le point est qu'on a pu transformer comment les universités fonctionnent. Aujourd'hui, j'ai une entente avec 32 universités au Canada. Le gouvernement canadien finance ça à 50% au niveau de la recherche. Et c'est 6 ans après. Je sais que ça m'a pris 6 ans, mais imaginez combien de temps ça vous prendrait ici. Effectivement, et là on voit bien la logique de silo qui est complètement gommée et où effectivement l'entièreté des acteurs de cette chaîne de valeur qui travaillent ensemble, qui pensent le monde de demain ensemble dès le début de l'histoire pour l'écrire, et donc forcément ensuite on répond beaucoup plus aux besoins. Je crois que cette démarche elle est un peu en train d'essaimer quand même en France. On voit quelques éléments qui se passent, notamment sur le plateau de Paris-Saclay, où on voit les universités, les recherches, les nouvelles écoles en cybersécurité qui se développent. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parle ce soir, Philippe, ailleurs à Paris, mais c'est un sujet qu'on développera. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on arrive à la fin de ce débat. Si j'ose, je vous donne rendez-vous pour un prochain débat à Montréal où on pourra faire la suite, l'acte 2 de cette séquence, et puis voir comment se développe Tetris au Canada. On fera le point. Vous serez peut-être passé à 1200 en l'espace de quelques mois. Hein. On a des défis à relever. Le défi est lancé, Amir. Et puis, bien sûr, avec Philippe, on fera le point sur le quantique, puisque là, évidemment, ça va aussi très vite et il y aura beaucoup de choses à dire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.